à tous. Aujourd'hui, je vous propose de discuter une problématique dans laquelle le relationnel, le médical et l'émotionnel sont intimement liés. Lorsque bébé tarde à venir, entre examen, analyse, traitement, espoir, désespoir, comment le couple vit-il ce qui est ressenti comme une épreuve de vie? Un gynécologue et une psychologue sont là pour en parler. Ensuite, rendez-vous avec Dr Mouna Lohman pour faire le point sur la prise en charge de la douleur chez l'enfant. On reste ensemble pour les détails. Vous êtes les bienvenus. Lorsque bébé tarde à venir, on en parle aujourd'hui avec deux spécialistes, Dr Wassim Senhaji. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau de l'émission. Je vous remercie. Vous êtes gynécologue spécialiste du traitement de la stérilité du couple. Et Ptissem Benjouloun, bonjour. Ptissem, c'est un plaisir de vous avoir. Merci. Vous êtes psychologue, thérapeute du couple. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement pour cette thématique. Alors, pour commencer, docteur, on va, pour les téléspectateurs bien sûr, essayer de comprendre ces différentes appellations. Qu'est-ce qu'on entend par retard de conception, par infertilité? C'est quoi la différence? Alors en fait, avant d'aller donner des définitions sur le retard de conception, moi je voudrais différencier entre fécondité et fertilité. Okay. En fait, la fécondité, c'est un état de possibilité d'avoir un enfant ou pas encore. La fertilité, par contre, c'est une aptitude et c'est ce qu'on cherche à un petit peu résoudre comme problème quand il s'agit d'un retard à la conception qui peut aboutir à l'infertilité. Retard à la conception, ça suppose qu'il n'y a pas encore de bilan fait. C'est-à-dire qu'un couple, mari et femme, ensemble, qui n'ont pas de traitement particulier, qui n'ont pas fait encore de bilan particulier, qui sont jeunes, rien n'apparaît anormal. Et donc, ça traîne à venir. La grossesse traîne à venir. Quand on dit traîne à venir, il faut définir ce délai. Est-ce que c'est 3, 6 mois, 1 an, 2 ans, parce qu'on a parlé aussi de 2 ans à un certain moment, qu'on est en train de revenir dessus. Et ce délai-là, c'est le retard à la conception. Bien sûr, on ne peut parler d'infertilité que quand on a décidé que le moment était venu pour faire un bilan, pour explorer, pour savoir est-ce qu'il n'y a pas une cause organique, est-ce qu'il n'y a pas une cause hormonale, est-ce qu'il n'y a pas une cause masculine ou féminine, pour dire qu'il y a infertilité qu'il va falloir traiter, prendre en charge par traitement ou par d'autres moyens d'assistance médicale à la procréation. Et infertilité et stérilité? Alors, infertilité, stérilité, je dirais que c'est la même chose, sauf que maintenant on utilise plus infertilité plutôt, que stérilité. Pourquoi? Parce que stérilité, dans l'imaginaire des gens et de la société, c'est une impossibilité définitive d'avoir un bébé. Alors que infertilité, ça nous laisse supposer qu'il y a un petit souci, avec de l'aide, il y a un petit problème qu'on peut traiter, gérer pour aboutir à une grossesse. Okay. Donc stérilité, ça revient au même, mais c'est un terme qu'on n'utilise plus actuellement. Alors, on va voir aussi le volet psychologique de cette thématique. On parle souvent d'infertilité d'un point de vue organique. Donc, quand il y a un problème quelque part, un problème détectable par le gynécologue. Mais est-ce qu'il arrive qu'une infertilité soit purement psychologique ? Alors, est-ce que purement psychologique? En fait, nous, on reçoit souvent des patients qui viennent après de longs essais et qui sont orientés ou pas par des gynécologues. Alors, le purement, on ne peut pas le savoir, mais on va dire qu'entre 5 et 15% des cas de stérilité ne sont pas expliqués. C'est pas toi qui me... Tu confirmeras, je crois. Non, je confirme que c'est dans le cadre des infertilités inexpliquées. Maintenant, dans l'inexpliqué, il y a la part du psychologique, il y a la part du stress, de l'angoisse, du tabac, de plein de choses. C'est l'inexpliqué, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cause organique. C'est ça. Et quand on est dans l'inexpliqué, il y a la cause, il y a la part psychologique. Et cette part, elle n'est pas des moindres. La preuve, c'est que, par exemple, parfois, ce stress dû au fait que je n'arrive pas à avoir d'enfant, par exemple, fait que quand on abandonne, c'est là que tu vois qu'une femme peut tomber enceinte. Ça arrive. Il y a des fois où, une fois qu'on a décidé, on a fait le deuil et on va adopter un enfant, au moment de cette procédure d'adoption ou après qu'on ait adopté un enfant, hop, la femme, elle peut tomber enceinte. Donc, c'est bien la preuve qu'il y a aussi des raisons psychologiques au fait qu'il y ait une stérilité. Pour qu'il n'y ait pas de confusion, ce genre de cas dont tu parles, Ptissem, c'est justement des cas où
c'est une infertilité inexpliquée. Inexpliquée. Parce que quand il y a une raison, quand il y a des trompes qui sont obstruées, quand on ne peut pas espérer, on va dire, avoir une conception spontanée, alors qu'il y a un problème mécanique. Mais par contre, parfois, on peut avoir des stérilités qui ne sont absolument pas que psychologique, mais c'est là où le travail entre nous est complémentaire, on en parlera tout à l'heure, c'est que parfois, le gynécologue il va travailler sur son volet à lui gynécologique purement médical, mais il peut également être aidé et ça peut améliorer l'aboutissement au résultat voulu quand on jumelle là-dessus le travail avec la psychologue. Parce que ça crée tellement d'angoisse, c'est tellement dur comme phase, comme moment à vivre, que si on permet à ce couple de pouvoir libérer la parole, libérer des angoisses, c'est ce que moi j'appelle quand je reçois mes patients, je leur dis, vous préparez cette nidation avec votre gynécologue, mais la nidation, on peut aussi préparer ce nid psychologiquement et accueillir cet enfant parce qu'il y a tout un deuil à faire de cet enfant conçu normalement parce que les parents ils viennent, ils sont un peu frustrés de ne pas pouvoir concevoir naturellement. Donc il y a tout un travail médicalement assistée. Oui, mais lorsqu'ils en arrivent à devoir passer par cette phase, si on veut que ça marche, il faut aussi qu'on les aide à faire ce travail de deuil de l'enfant procréer naturellement. Mais une fois que ça passe et qu'ils acceptent, pas seulement ça peut aussi, aider. Je pense que même tout le processus médical peut venir ébranler la vie à deux, la vie de couple. Et c'est important aussi même si par exemple le problème ne nécessite pas forcément une procréation médicalement assistée, le couple n'en sort pas indemne. Et donc une prise en charge par le psy est importante. Et justement, moi je me rends compte dans mes consultations, quand je reçois des couples qui sont déjà passés par ce chemin psychologique, qu'ils ont eu des séances, on les reçoit de façon plus sereine, on les sent mieux préparés à accepter ce qu'on leur dit. Donc c'est vraiment un cheminement qui est très important dans la vie d'un couple, je dirais, à la recherche d'une grossesse. Exactement. Et même quand on reçoit de jeunes couples qui sont là au bout de 6 mois à chercher une grossesse, on sent l'angoisse, on sent l'anxiété, on sent le poids de la famille, le poids de la société. Et quand ils ont fait ce cheminement psychologique, on les voit plus sereins et plus détendus parce que le terrain a été travaillé. Exactement. Et justement, la complémentarité entre un gynécologue et une psychologue, c'est que par exemple, parfois, on peut les recevoir ensemble et lui va traiter de la problématique purement physiologique, mais quand il sent qu'il y a des petits blocages psychologiques, comme le couple commence à être ébranlé, à être fragile, que le poids de la famille fait qu'il y a des blocages, et une discussion avec eux, et c'est ça qu'on se disait en aparté tout à l'heure, c'est que si le médecin prend ce temps de discuter, d'aller vers l'émotion, d'aller toucher l'émotionnel chez ses patients, de prendre 10 minutes pour parler de qu'est-ce que ça vous fait, qu'est-ce que tu ressens. Je sens qu'entre vous deux, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Là, il va faire crever l'abcès. Et là, il y a une émotion qui ressort grâce au gynécologue, parce que le gynécologue, c'est celui vers qui le transfert est fait. C'est le maître de confiance pour les futurs parents. Donc, c'est à lui de donner la main à la psychologue. Mais il ne peut le faire que lorsqu'il a touché, justement, au niveau émotionnel. Et là, il y a un passage de relais. C'est important. Il ne peut pas conseiller directement, simplement aux patients d'aller consulter si, justement, il n'établit pas ce lien, presque leur dire... Je vous comprends, je vous ressens. Alors justement, on en parlait tout à l'heure en aparté, comme disait Ptissem, c'est que... L'émission, c'est maintenant. On va vous la refaire. Mais au fait, il n'y a pas on ne peut pas dire que ça fait partie d'un bilan standard d'un couple qui vient pour consulter pour infertilité et que dans la checklist, on va lui dire il faut passer par la séance psy. Oui. Voilà. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et ce n'est pas comme ça que les gens vont adhérer à ce processus. Il faudrait qu'il y ait bien sûr la confiance qui s'installe parce que c'est bien beau de venir consulter, mais il faut qu'il y ait un retour de confiance, un transfert. Et à ce moment-là, la discussion commence sur les autres aspects qui entourent cette infertilité. La relation intracouple, la relation familiale. Il y a des couples qui vivent chez leurs beaux-parents. Il y a le poids de la société, comme j'ai dit. Et donc, quand on commence à défricher un petit peu tout ce processus-là, on se rend compte qu'on peut toucher
des aspects psychologiques qui pourraient nous aider en faisant des séances chez des spécialistes comme Tissam, traiter et nous faciliter la vie en quelque sorte, non seulement psychologique mais même médicale. Oui. Voilà. Ok, alors on va reprendre les choses petit à petit. Le titre de l'émission, c'est « Quand bébé tarde à venir ». Et bébé tarde à venir scientifiquement à partir de quand, docteur Senhaji? Alors, bébé tarde à venir, il y a deux composantes essentielles. C'est d'abord, et ça c'est le point le plus important, c'est l'âge de la femme. C'est-à-dire à partir de quel moment ce couple désire une grossesse. Il y a une distinction entre avant 35 ans, avant 38 ans et après 38 ans. Okay. Donc, pour dire qu'il y a un retard à la conception, une jeune femme, on va dire, qui a 25 ans, on va dire qu'elle a le temps. Si à l'examen clinique initial, il n'y a pas de souci particulier, si le mari ne présente pas d'anomalie particulière, si la relation couple est tout à fait satisfaisante, que le couple est uni ensemble, qu'il n'y a pas d'éloignement. Et à ce moment-là, un couple, une femme jeune, on peut se donner le temps. Le retard à la conception, on peut le définir à, on va dire, entre 6 mois et 1 an. Okay. Juste pour cadrer un petit peu les choses, des études ont été réalisées, et c'est des études qui datent d'assez longtemps, donc on le sait, c'est que 80% des couples qui n'ont aucun problème arrivent à concevoir au bout de 2 ans. Okay. Donc, au bout de 2 ans, on a 80% des couples qui arrivent à concevoir. Bien sûr, ces couples n'ont aucun problème. C'est-à-dire qu'un couple qui n'a aucun problème a priori, qui va consulter à 6 mois, il a encore le temps, si la femme est jeune, bien sûr. Une femme qui arrive, un couple marié dont la femme est à 38 ans et plus, ça ne veut pas dire que la femme elle est encore jeune, mais sur sa fertilité, il faut qu'elle fasse vite. Exactement. À ce moment-là, on ne va pas attendre 2 ans. Parce qu'attendre 2 ans, ça lui fait 40 ans. Et encore, les chances sont divisées, pour ne pas dire plus que par 2. D'accord. Et donc à 38 ans, il faut venir consulter quoi, au bout de 4-5 mois à 38 ans, au bout de 3 mois, il faut consulter. D'accord. Il faut gagner du temps. C'est-à-dire qu'à 38 ans, si on fait un examen initial qui est normal, on pourra se donner au maximum 6 mois. Okay. C'est-à-dire que pour bien explorer, pour voir est-ce qu'il n'y a pas une aide, une assistance à faire, une assistance médicale, je dis bien. Et donc, avant 35 ans, on peut se permettre, après un bilan initial qu'on peut définir, je dirais à titre informatif que le bilan le plus important chez la femme est de voir, on va dire, le circuit qu'empruntent les spermatozoïdes, c'est-à-dire utérus, trompe, sans problème. Un état ovarien à l'échographie, donc ça ne nous demande rien, c'est rapide, on peut faire cette exploration. Chez le mari, c'est le spermogramme, c'est l'analyse du sperme. Mais les couples démarrent tôt ce genre d'investigation, c'est-à-dire dès le retard de conception, dès 6 mois? Alors, dès 6 mois, on a des couples actuellement, et paradoxalement, c'est les couples les plus jeunes qui viennent au bout de 3 mois. Pourquoi? Parce que la stérilité fait peur? Parce que la stérilité fait peur, parce qu'on leur a conseillé de ne pas prendre la pilule, parce que si on a pris même 1 mois de pilule, on a la hantise de est-ce que ça va bloquer, chose qui est fausse. Et donc, ces couples jeunes, à la rigueur, sont en hâte, et on est dans une société où actuellement, je veux un bébé, c'est tout de suite, c'est le mois prochain. Je programme, j'arrête la pilule ce mois, et donc je suis supposée tomber enceinte le mois prochain. Parce que je dois faire, mon accouchement doit se passer en été. Donc, je caricaturise, mais c'est une réalité. Mais c'est là où où le bas blesse, c'est parce qu'aujourd'hui, effectivement, ces jeunes, ils sont dans la maîtrise, ils veulent, il n'y a pas de lâcher prise, et donc du coup, il faut leur faire accepter les petites frustrations de, ça ne vient pas quand tu veux, comme tu veux, et au moment que tu veux. Donc il y a tout ce travail à faire. D'abord, c'est lié à cette génération qui est dans l'empressement, tout de suite. Mais ça crée quand même un stress, parce qu'au départ, ils arrivent, je ne veux pas prendre la pilule, etc. Mais après, ils sont pris dans le jeu, et ça crée un stress, et ça crée une certaine dépression chez la femme. Enfin, on rentre dans un cercle vicieux qui est énorme. Il y a aussi, si vous permettez, on n'a pas d'études scientifiques exactes peut-être, mais on parle de plus en plus de retard de conception et d'infertilité. On en parle de plus en plus. Oui. Alors, pourquoi?
parce que justement, Est-ce que c'est ça qui fait peur aussi à ces jeunes? actuellement, on en parle plus. Exact. Parce qu'il n'y a plus on va dire, de tabou comme auparavant. On est en couple, le mari ne va pas avoir une deuxième ni une troisième femme. Donc c'est au sein de ce couple-là qu'on va avoir une grossesse et qu'on veut l'avoir à telle date, à tel moment, quand on aura décidé. Et donc c'est ce qui crée cette angoisse et ce désir de conception avec une constatation assez précoce. Maintenant, je ne nie pas qu'il y a beaucoup d'autres facteurs, je dirais paradoxalement, d'autres couples qui sont là et qui se laissent pour la femme. Tant qu'elle a ses règles, donc elle peut concevoir et elle peut attendre 5-6 ans et ça traîne, même si ça traîne à venir, elle ne consulte pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette initiative, cette information d'aller consulter pour voir le problème. Et en fait, on se marie de plus en plus tard aussi, donc ça laisse une fenêtre de tir mais ça laisse une fenêtre plus courte, donc forcément beaucoup moins de chances. Avant, on se mariait à 20, 21 ans, 22 ans, donc ça laissait plus de temps pour concevoir. Exactement. Au jour d'aujourd'hui, si on veut définir l'infertilité comme concept, on peut dire que l'infertilité on peut commencer à parler d'infertilité à partir de 1 an, entre 1 an et 2 ans. D'accord. Mais infertilité, rappelons-le, ne veut pas dire stérilité. Non. Alors, stérilité, dans l'imaginaire des gens, c'est... incapacité à tomber enceinte. Définitive. Définitive, exact. Alors, Ibtissam Jeloun, est-ce qu'il arrive que des couples arrivent chez vous au cabinet avant d'aller consulter le gynécologue? C'est-à-dire ça commence à déteindre sur le couple, mais on ne commence pas encore les investigations. Oui, ça arrive parce que parfois, on a des couples où on a une femme ou le mari qui ont des blessures internes, une histoire qui fait qu'à la croisée du chemin dans ce couple-là, chacun vient avec son historique et ils ont chacun une vision de ce que c'est que la parentalité, de la relation avec leur mère ou de blessures propres à eux, qui fait qu'ils ne se voient pas devenir parents, où ça crée chez eux, l'idée de devenir parent peut créer chez eux une certaine forme d'angoisse. Et donc, ils veulent travailler sur cette parentalité et ils sentent qu'il y a quelque chose qui est bloqué et ils se le font confirmer par le fait qu'ils essayent depuis un certain temps, mais eux, ils sont déjà dans ce moment où ils ont compris qu'il y a quelque chose de psychologique. Il y a aussi des femmes qui viennent... Au départ, elles ne viennent pas pour parler de procréation, elles viennent pour parler d'elles. Et progressivement, on découvre que ça fait un certain temps qu'elle cherche à tomber enceinte, qu'elle n'y arrive pas. En fait, quelque part, inconsciemment, elle avait fait le lien. Le couple aussi avait fait le lien. Quand ce couple ne va pas bien, on vient pour me voir pour une problématique de couple. Mais en réalité, on m'amène 3-4 séances après la difficulté de procréer. Mais en fait, on voit bien que ils ne se sont pas autorisés à avoir cet enfant. C'est-à-dire, quelque part, la machine est un peu bloquée. Ils ne s'autorisent pas à l'avoir, cet enfant, parce qu'ils ne sont pas encore OK sur leur couple. C'est ça qui explique justement des infertilités, entre guillemets, ce que vous appelez inexpliquées. Inexpliquée. Ou qu'on peut appeler l'infertilité psychologique. Ce terme existe et on peut l'appeler. L'infertilité psychologique fait partie de l'ensemble infertilité inexpliquée. C'est-à-dire c'est inclus dans l'infertilité inexpliquée. Parce que dans l'inexpliqué, il y a une grande part de psychologique, c'est sûr, mais il y a aussi d'autres petits facteurs qui peuvent intervenir dans ce blocage de processus. Et donc, j'ajouterais aussi pour la consultation avant de voir le gynécologue, je pense qu'il y a aussi des femmes, des couples qui consultent pour des problèmes sexologiques, de rapport, qui n'aboutissent pas, de sexualité. Et donc ça aussi, ça peut avoir comme conséquence l'absence de grossesse, mais il faut d'abord résoudre ce problème médical sexuel. Médical et psychologique. Et psychologique. On va venir pour parler de la problématique sexuelle dans le couple, mais qui traduit qu'il y a un malaise dans ce couple et donc quelque part un obstacle à la procréation parce qu'on sent bien qu'il y a quelque chose qui fait obstacle. Mais c'est pas que c'est assez rare qu'on vienne me voir d'abord pour la sexualité et ensuite on va découvrir ça. C'est une des raisons, mais c'est pas que ça. En général, c'est qu'il y a
souvent, c'est des blessures internes, du passé, des choses qui ont travaillé dans l'enfance. C'est quand on a des difficultés dans le rapport mère, enfant, parent, quand on n'a pas eu un père aimant ou une maman aimante, quand on n'a pas été enveloppé, on a du mal à s'imaginer envelopper l'autre, donc pouvoir procréer. C'est comme si quelque part, ils se l'interdisent, parce qu'ils ont du mal Mais à... une prise de conscience? Pas progressive, oui, avec la thérapie. Avec la thérapie. Mais souvent, quand on vient voir un thérapeute, la demande première n'est pas la vraie demande. Ça. Et en fait, c'est avec les 2-3 premières séances qu'on touche à la vraie demande, le vrai problème. Et là, on commence à travailler la vraie problématique. Il y a aussi, dans notre contexte marocain, je dirais, parce que je vois que c'est assez fréquent au Maroc relativement, c'est le problème du vaginisme. Et donc ça aussi, c'est quelque chose on va dire, d'insupportable au sein du couple et qui peut aboutir à une consultation psychologique, sexologique. Mais ça peut interférer dans la conception? Oui. Oui. Alors, ce qu'on comprend, en fait, en quelque sorte, c'est que les raisons sont vraiment multiples. Elles peuvent être ou purement mécaniques, ou, là encore, purement psychologiques. Mais il peut y avoir une prise en charge, une complémentarité. Alors, justement, vous parlez des causes et des raisons. Il faut savoir que dans le cadre de l'infertilité, 30% pratiquement des causes sont féminines, 30% masculines et 30% mixtes, aussi bien féminines que masculines. Les 10% Les 10% restants sont de l'ordre de l'inexpliqué. D'accord. Et donc, Mais ces 30%, 30%, c'est à la fois organique et psychologique. Non, on va dire que le psychologique rentre dans les 10%. Mais oui. Quand je parle des 30%, je parle des 30% identifiés comme cause organique. Il y a un problème. C'est-à-dire que pour procréer, Voilà. ça se passe autant chez la femme que chez l'homme. Oui. Et donc, la femme à elle seule participe aux 2 tiers des causes. L'homme à lui seul participe aux 2 tiers des causes quand il est en couple, bien sûr. Parce qu'il y a une croyance, en fait, dans notre culture, que c'est souvent la femme qui vient te consulter, n'est-ce pas? Et c'est souvent la femme qui vient me consulter d'abord. Alors qu'en réalité, pourquoi? Au nom de quoi? C'est un couple qui essaye de procréer. Et donc, il faudrait justement, moi, quand on m'appelle au téléphone pour un sujet pareil, je demande systématiquement à ce que ce soit le couple. Parce que pourquoi la femme porterait cette responsabilité-là? Vous avez raison. Mais en même temps, est-ce que ça ne les freine pas d'emblée de leur dire « venez en couple ». Mais si cette femme n'arrive pas à convaincre son mari, si elle a besoin de venir, entre guillemets, se vider... Oui, non, mais c'est pas rigide. C'est pas rigide, bien sûr. On est ouvert. Bien mais sûr. on explique que on peut pas, si je l'accueille, elle, toute seule, je valide le fait qu'elle pourrait être la seule responsable de cette infertilité. Exact. Ceci dit, de plus en plus, à ma consultation, je vois de plus en plus de couples venir ensemble. En couple, Et c'est pareil pour moi. À deux. Ouais. C'est-à-dire que dès le départ, ils viennent ensemble. Donc, Mais à quel moment de leur cheminement ils arrivent chez vous? Est-ce qu'ils arrivent chez vous dès le début, dès qu'ils ont arrêté, on va dire, tout moyen de contraception et que bébé ne vient pas, ou une fois qu'ils ont traversé une certaine expérience à deux? il y a de tout. Et malheureusement, aujourd'hui au Maroc, on peut dire qu'il y a un retard à la consultation dans le cadre de l'infertilité. Toujours. Toujours. C'est-à-dire que malheureusement, on a des couples qui arrivent chez le spécialiste au bout de 5-6 ans de vie commune sans avoir fait ni bilan, ni exploration, ni rien du tout. Donc c'est une perte de temps pour le couple, mais surtout pour la femme qui prend de l'âge. Et donc moins de chances d'aboutir à une grossesse, même avec une aide médicale. Donc c'est là où le devoir d'information est primordial, est important, et où il faut qu'on dépasse ces tabous familiaux de blocage. Il faut que l'information passe, il faut que les gens commencent à consulter, on va dire au bout d'1 an maximum, s'il y a un désir de grossesse et qu'il n'y a pas de conception. L'autre bataille, se donner les moyens de se dire on a procréé naturellement. Comme si celui qui serait procréé de manière assistée, il serait moins bien ou en tout cas au niveau de la société. Il faut juste le temps d'accepter et de faire le deuil de cet enfant naturel. Mais en même temps, il y a aussi l'autre bataille de la psy que vous êtes, c'est justement de convaincre les hommes qui sont autant responsables d'une situation, on va dire,
personne n'est véritablement responsable puisque c'est une problématique de couple. De couple, exactement. Puisque vous dites que le plus souvent, ce sont les femmes qui viennent vous voir, que ce soit dans le cabinet de gynécologie ou chez vous en psychologie. C'est pour ça que le travail en collaboration fait que un gynécologue, Wassim, il va recevoir le couple, il va expliquer que c'est une problématique de couple. Et donc, quand il va m'orienter ses patients, moi, je reçois forcément le couple. Et il a déjà fait passer l'idée que la responsabilité, elle est partagée. Et d'ailleurs, on a déjà initié ce processus de travail en collaboration, de multidisciplinaire, et qui nécessite encore plus d'efforts parce qu'on est au début de notre processus et il faut qu'on insiste sur ça, le rôle psychologique. Ça nous aide, nous, en tant que médecins techniciens, et ça permet au couple d'aborder ce sujet de façon plus sereine. D'autant plus que tous ces tests, tous ces examens, tous ces essais peuvent venir également ébranler le couple et on va en parler juste après une courte pause. À tout de suite. Allez, de retour avec vous sur le plateau d'Once Dito. Et lorsque bébé tarde à venir, quelle prise en charge par le médecin et par la psy? C'est ce que je vous propose aujourd'hui. N'oubliez pas également une autre interview à venir en fin de rendez-vous avec le docteur Mouna Lohman et le point avec elle sur la prise en charge de la douleur chez l'enfant. Alors, on a beaucoup parlé du volet psychologique pendant la première partie de l'infertilité. Et là, on va parler vraiment du volet médical. C'est-à-dire techniquement, vous en tant que médecin, docteur Senhaji, qu'est-ce que vous mettez en place dans vos investigations lorsque vous avez un couple qui vient pour un retard de fertilité? Alors, justement, un couple qui vient pour un retard de fertilité, c'est-à-dire qu'il espère et qu'il cherche à comprendre le pourquoi de ce retard. Alors, le pourquoi de ce retard, il peut être orienté en fonction, et je l'ai déjà dit, en fonction de l'âge de la femme surtout. Sachant que même un homme au-delà de 60 ans sans problème particulier, on doit tenir compte de son âge. Okay. Mais pour un homme, on attend 60 ans, vous avez dit. Oui, c'est plutôt 60 ans. C'est plutôt 60. Voilà. Alors, franchement. La nature est un petit peu mal faite. Bon, là, franchement. Bon, je suis entouré de deux femmes, donc je ne pourrais pas dire le contraire. Voilà. Et donc, du coup, ce bilan, au départ, quand il y a un retard de conception, on a un bilan standard, quand je dis standard, qui minimum, pour déjà défricher un petit peu ce retard à la conception. Et ce bilan-là comporte chez la femme l'exploration des trompes, est-ce que ça laisse passer ou pas, est-ce qu'elles sont perméables. Chez l'homme, c'est l'examen du sperme, donc pour voir est-ce qu'il y a assez de spermatozoïdes fécondants, et donc déjà ce premier bilan nous permet d'être orientés vers telle ou telle prise en charge. Pardon, une fois que ce premier bilan est établi, est-ce que vos patients vous demandent qui a un problème, qui est responsable de la situation, docteur? Alors, la question n'est jamais posée directement comme cela. Okay. C'est-à-dire qu'on va dire, on sent, et c'est là où la complémentarité psychologique a son importance, on sent que les couples savent très bien, au vu des résultats, est-ce qu'il y a un souci plutôt féminin, plutôt masculin ou plutôt les deux. Et donc, sachant que aussi quand la femme atteint les 37-38 ans, commence à culpabiliser. Et donc, tout ça, quand il y a un homme qui a un déficit spermatique, il se sent aussi responsable. Et donc, indirectement, inconsciemment, on le sent un petit peu... il y a une gêne, il y a un malaise. Il y a une gêne, il y a un malaise. C'est comme si il faisait supporter au conjoint, à l'autre, son handicap, exact. Entre guillemets. Et donc, je reviens sur le côté, la prise en charge psychologique du couple pour, on va dire que c'est un souci de couple et ce n'est pas forcément parce qu'on va être avec une autre femme ou avec un autre homme que le problème sera résolu. Vous intervenez à ce moment-là, petit Sam, vous conseillez une intervention du psy? Oui, à ce moment-là même. Les gynécologues, justement, on a initié quelque chose comme ça avec Wassim. Dans sa procédure, en fait, il va recevoir les couples peut-être 2-3 séances. Et lorsqu'il va mettre en place tout ce cheminement pour la procréation médicalement assistée, il avait mis en place une séance ou deux avec une psychologue pour pouvoir permettre de libérer la parole. Mais dès l'annonce de ces premiers résultats, c'est-à-dire le problème est médical et mécanique,
et c'est au niveau des trompes de la femme ou c'est au niveau du sperme de l'homme. Et donc, l'un ou l'autre va être touché soit dans sa féminité, soit dans sa masculinité. Est-ce qu'il arrive qu'à ce moment-là, l'intervention du psy soit recommandée pour pouvoir, dès le départ, recadrer les choses et mettre ce couple qui va démarrer un travail en duo? C'est ce que vient de dire Wassim, c'est tout un travail autour de la culpabilité et la déculpabilisation qu'il faut faire. Et le pardon aussi, peut-être, oui, de l'autre, de la part de l'autre. Le pardon, en tout cas, l'acceptation de la situation, l'adaptation face à la situation, parce que ça ne se passe pas comme on l'avait imaginé. Mais tout ça, le travail avec la psychologue va permettre de passer de la situation imaginée à la situation réelle et comment est-ce qu'on peut s'adapter. Et ça demande du temps. Oui, mais il y a aussi peut-être de la part de l'autre une forme d'indulgence, celui qui n'a rien. Oui, mais tout ça, c'est aussi dû, et ça sera fait grâce à l'union qu'il peut y avoir dans le couple. Est-ce que ce couple est solide? Comment faire pour qu'il reste solide? Et si ce couple n'est pas solide, s'il est déjà fragile, cette phase va être très difficile à vivre. S'il est soudé, ça se passe plutôt bien. Mais est-ce qu'on recommande une séance avec la psychologue pour ça? Oui. Comme ça, au cas où, c'est toujours par prévention, au cas où il y a une forme de culpabilisation de l'autre, qu'on la désamorce. C'est déjà très bien, parce qu'on ne perd rien finalement. C'est vrai, mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher de vous poser cette question, parce que nous, quand on fait une émission, on l'a fait pour le grand public, et donc on l'a fait pour toutes les bourses. Aujourd'hui, la procréation médicalement assistée nécessite énormément de frais, et on pensait jusque-là uniquement au volet purement médical et technique, et là, on se rend compte que le volet psychologique est extrêmement important. Je vais répondre à ta place. Il avait intégré dans tout le forfait, en fait. Il avait intégré le volet psychologique ça, c'est dans pour tout le docteur forfait. Snaji. Mais non, c'est-à-dire que mon intervention, il ne la payait pas à moi, il payait le forfait et mon intervention rentrait dans le forfait. Ça, c'est dans votre cas, vous. Nous, on parle de tout le monde. C'est-à-dire que la prise en charge psychologique... On avait imaginé cette organisation justement pour faciliter les choses et pour que ça ne soit pas une charge en plus. Voilà, mais en même temps, ce que j'essaie de dire et de faire passer comme message, c'est que la prise en charge du psychologue ne devrait pas être un luxe ou un complément. C'est ça que j'essaie de vous faire dire, en fait. La prise en charge du psychologue ne devrait pas être un luxe et la prise en charge de la procréation médicalement assistée ne devrait pas l'être non plus, parce que c'est une vraie problématique sociétale aujourd'hui et que c'est pas un luxe non plus. Enfin, ils n'ont pas voulu, ce couple, de ne pas réussir à avoir d'enfants. Donc, ils ont besoin de cette aide. C'est obligatoire, ils ne peuvent pas faire sans. Donc, normalement, moi, je considère que ça devrait être remboursé. Ça serait bien. Voilà, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Parce qu'il y a une évolution par rapport à cela. En fait, l'OMS, comment elle définit l'état de santé? Elle le définit comme un état de santé physique et morale. Et on imagine bien que le moral, chez un couple infertile, n'est pas au beau fixe. Et donc, ce n'est pas un luxe, c'est un droit d'avoir accès à des soins, à une assistance médicale, à la procréation. Cette assistance médicale démarre au Maroc, c'est-à-dire l'assistance médicale, entre guillemets, dite gratuite, démarre également au Maroc. Elle est encore à ses débuts. À ses débuts, à ses balbutiements. On ne peut pas dire aujourd'hui que c'est gratuit. Oui. D'accord. Donc il y a une participation du couple, forcément, qui, je dirais, grosso modo, au minimum, la moitié des frais. Donc, et c'est beaucoup. Et c'est beaucoup. Alors, quand je dis c'est beaucoup, on va dire, je parle de la fécondation in vitro, je ne parle pas d'insémination, je ne parle pas de traitements médicaux qui peuvent aboutir aussi à solutionner, à résoudre le problème. Une tentative de fécondation in vitro aujourd'hui, si on veut bien faire les choses avec le bilan complet, et là on est pratiquement, parce qu'il y a un projet de loi qui est en cours, on est obligé, on le fait déjà, on n'attend pas encore le projet de loi pour le faire, on est dans cette situation, on fait le bilan complet, infectieux, on ne peut pas se permettre de faire une tentative chez un couple sans avoir une idée sur ces sérologies, ces sérologies infectieuses. Et ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent. Au total, une tentative peut être estimée grosso modo à 30-40 000 dirhams. Exact. Donc ce n'est pas donné à tout le monde de débourser pour une tentative. Sachant qu'il en faut plusieurs. Alors il en faut plusieurs, ça c'est entre guillemets. Pourquoi il en faut plusieurs en général? C'est pas qu'il en faut plusieurs. Et moi je suis toujours étonné quand j'entends les couples venir chez moi et me dire de toutes les manières c'est la première tentative, ça va passer, c'est la deuxième. Non, et on fait tout pour que ça réussisse à la première tentative. Sachant que la nature nous impose des pourcentages
qui ne dépasse pas les 40% par tentative. Donc, du coup... Parce que naturellement... Alors, je vais donner un exemple pour bien expliquer cela. Un couple jeune, sans aucun problème, en cycle spontané, avec un rapport au bon moment, quelles sont ses chances d'avoir une grossesse dès ce cycle, en un cycle? Alors, je vais peut-être vous étonner, j'étonne tout le monde quand je le dis, et c'est la vérité, c'est les études qui l'ont prouvé, ça ne dépasse pas les 10-15% par cycle. Donc, il ne faut pas s'attendre, même en monitorant, même en sachant sa période d'ovulation. Maintenant, les smartphones avec l'ovulation, c'est aujourd'hui, tout ça. Ça marche, ces trucs-là, docteur? Écoutez, pour un cycle régulier, oui. Oui. Mais pour un cycle irrégulier, pas du tout. Donc, c'est-à-dire qu'il faut, c'est pas adapté à tous les cas. Donc, du coup, cette faible chance je dirais, moi, la grossesse, c'est plutôt un miracle. C'est pas quand on veut. Ben oui, c'est un miracle d'avoir une grossesse du premier coup. Donc 10 à 15%. Mais certains le vivent comme une injustice. Il y a l'injustice. Alors l'injustice, elle est accentuée justement par l'absence de prise en charge, par l'absence de compréhension familiale, par la pression familiale. Et la honte, tout ça. Il y a tout ça. Le contexte familial, culturel, fait qu'ils vont avoir honte, ils vont se cacher, ils vont s'isoler. Il y a tout ça c'est énorme. Hein. La femme apparaît d'être abandonnée, le mari a l'impression qu'il est moins viril. Voilà, et la maman du mari, parfois, ou la famille du mari qui dit il faudrait peut-être que tu penses à changer de femme parce que celle-là, elle ne peut pas te donner d'enfant. Il y a toute une pression et il faut pouvoir résister à tout ça. Beaucoup de couples abandonnent ou s'abandonnent? Parfois, oui, ça arrive. Ça arrive et on fait en sorte, justement, l'intervention de la psychologue, c'est pour aider à rester fort et à rester soudé malgré tout. Donc comment? En donnant la parole, en écoutant, en libérant. Et qu'est-ce qu'on vous dit, Ibtissem, justement, quand vous rencontrez ces couples sur le point de se séparer à cause d'un problème de fertilité? Qu'est-ce que l'homme vous dit et qu'est-ce que la femme vous dit? Que le désir du bébé a pris le dessus sur le couple. On n'a plus de rapport sexuel que machinalement pour procréer, donc il n'y a même plus de plaisir, il n'y a même plus de désir, on ne parle plus que de ça, on s'est oublié, et progressivement, doucement, le temps fait son travail et le couple s'éteint. Et c'est là où il faut agir avant que ça s'éteigne, parce que le projet de bébé, il peut devenir extrêmement envahissant de telle manière à ce que le couple... Alors du coup, on peut avoir un bébé, mais le couple n'existe pas, donc il faut faire en sorte qu'il faut faire en sorte d'essayer de soigner tout ça. De garder... de préserver ce couple, Mais en tout cas, on souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur et de bonne chance à tous ces couples qui vivent... On peut le dire, une épreuve, docteur? Une vraie épreuve. Une vraie épreuve. Et les couples qui passent par là sont vraiment, je dirais, courageux, beaucoup de patience, et il en faut. Et beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, très important. Et beaucoup de croyance, et beaucoup d'énergie. Et il faut se résoudre à l'idée que quand on est entre les mains de professionnels, quand on fait le maximum de son côté, du côté du couple, on ne peut pas faire plus. On fait ce qu'il y a à faire et voilà, que ça aboutisse, c'est tant mieux. Quand ça n'aboutit pas, voilà, il faut être convaincu. Il y a d'autres portes qui pourraient être ouvertes. Il faut aussi garder en tête qu'il y a toujours des portes ouvertes. Il n'y a pas que des problèmes, il y a aussi des solutions. Des solutions. En tout cas, merci à vous d'avoir fait le déplacement dans nos locaux et d'échanger autour de cette thématique qui peut être très douloureuse pour beaucoup de couples qui la vivent. Mais en tout cas, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de solutions aussi, il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup d'écoute et on espère beaucoup d'amour au sein de ces couples. Merci beaucoup, Dr Wassim Senhaji, gynécologue spécialiste du traitement de la stérilité du couple à Casablanca, et Ibtissem Benjeloun, psychologue thérapeute de couple sur Casa aussi. Moi, je reste avec les téléspectateurs pour un autre sujet. À tous.